Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Enzo, le fondateur, l'un des cofondateurs de l'agence Futures, qui a pu accompagner des grosses entreprises en affluence. Est-ce que Enzo, tu peux te présenter? Hello Bastien, merci beaucoup pour l'invitation. Et yes, je m'appelle Enzo, j'ai 26 ans, 27 demain. Un entrepreneur qui a toujours voulu faire des projets ambitieux en partant un peu de zéro et en n'ayant pas du tout grandi dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, du coup, je suis à la tête de l'agence Futures, où on vise de faire 3 millions cette année. Et on a une dizaine de collaborateurs basés sur Nice, Ok, spécialisés dans l'influence food. incroyable. Et c'est quoi ton rôle dans l'agence Future? Est-ce que tu as des associés? Ouais, j'ai une associée qui est aussi mon associée dans la vie, ma compagne, qui est créatrice de contenu. Elle s'appelle Roro Cuisto. Peut-être que vous avez déjà vu passer sur Instagram, sur TikTok. Et du coup, on a co-construit l'agence ensemble. Opérationnellement, c'est vraiment moi qui m'occupe de toute la gestion, le développement de l'agence. Et elle est l'image. Et puis, nous a aidé à vachement développer la relation créateur puisque c'est son métier. Ok, incroyable. Donc vous visez 3 millions cette année. Putain, c'est excellent pour une agence. Ouais, ça fait 2 ans qu'on existe. En vrai, c'est pas ma première agence non plus. Et puis, bah, Aurore était déjà un petit peu créatrice, donc ça nous a permis d'accélérer au début. Et on a fait, tu vois, on a commencé à facturer L'agence a été immatriculée en février 2024, donc sur 2024, on a fait 1 million tout pile. Et là, cette année, on finit 2025 à 1,8 million, mais avec des bonnes bases et en ayant gagné notamment un gros appel d'offres, etc., qui font qu'on peut se projeter sur un minimum de 3 millions, j'espère, cette année. Ok, incroyable. Avant de rentrer dans la création de l'agence, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous faites, quels services vous proposez, puis quel type d'entreprise vous accompagnez? Ouais, carrément. En gros, nous, on a vraiment une spécialisation donc dans l'influence, uniquement des campagnes d'influence et uniquement dans la food. C'est un positionnement assez fort. Et on a deux gros pôles, si tu veux. Le premier pôle, on accompagne des talents, donc ça s'appelle du talent management. C'est des créateurs de contenu, on est leur agent. Et de l'autre côté, on a un pôle plutôt client stratégie, où là, on va accompagner des clients dans l'univers food and beverage sur leur stratégie d'influence, parfois sur des campagnes one shot et parfois sur tout un fil rouge annuel et une campagne annuelle. Ok, incroyable. Quand tu dis campagne d'influence, est-ce que c'est pour Instagram, Pinterest, LinkedIn? Enfin, c'est quels réseaux sociaux exactement? Ouais, principalement, nous, on travaille sur Instagram et TikTok. Il y a du YouTube également. Mais voilà, ça va être principalement ces réseaux-là. À la marge, on peut aller faire un peu de Snapchat. Il peut y avoir de temps en temps du LinkedIn, mais c'est beaucoup plus à la marge. Ok, incroyable. Bon, franchement, je pense que ça va être un super épisode. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter comment tu as fait 1 million à la création de ton agence? Après, tu m'avais dit que tu avais déjà une expérience, donc peut-être que c'est lié à ça, que tu avais pas mal appris de la dernière expérience. Ouais, bah en fait j'ai commencé à entreprendre en parallèle de mes études. Au début j'ai monté un projet qui s'appelait Padawan, qui était genre Malte, mais pour les étudiants, en disant bah si t'as besoin de bosser pendant tes études parce que t'as un prêt étudiant et que t'as pas forcément les moyens, ce qui était mon cas. J'ai eu la chance de faire de belles écoles, mais il fallait les financer le train de vie. Bah go faire des missions un peu à valeur ajoutée où t'es mieux rémunéré plutôt que de livrer des pizzas. Donc ça, c'était mon premier projet, ce qui m'a permis bah, de commencer par faire les premières missions moi-même, puis arriver à un certain niveau de mission en freelance, bah, je pouvais les dispatcher sur d'autres d'autres potes en fait à l'école, ce qui a permis petit à petit de construire une boîte. Mais bah, monter une startup, c'est très ambitieux, c'est cool, mais quand t'as pas l'argent à court terme de pouvoir financer ta vie, d'investir dedans et tout, c'est très très compliqué. Donc là, moi, j'ai été dans une réalité où je me suis dit, bah en fait, le modèle agence, peut-être que ça me correspondra beaucoup mieux et à ma situation un peu patrimoniale aussi pour commencer. Et du coup, je me suis orienté sur le modèle agence. En parallèle, je créais beaucoup de contenu, donc je me suis lancé sur TikTok. On s'est lancé en même temps avec Aurore, du coup ma copine. C'était le but, c'était le premier qui avait le plus d'abonnés au bout d'un mois et demi. Alors j'ai gagné, mais que le premier mois. En gros, en un mois et demi, moi j'ai eu 100 000 abonnés. Je donnais des tips étudiants, business, entrepreneuriat. Et elle faisait déjà des recettes. Elle a vraiment gagné sur le long terme. Aujourd'hui, elle a 600 000 pratiquement sur chaque plateforme. Euh, mais, euh, mais moi, ça m'a permis de lancer une agence où on accompagnait des marques sur TikTok à l'émergence de TikTok et de la vidéo verticale. Donc les marques savaient pas encore gérer ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur le modèle agence, tu vois, accompagner des marques. Ok, incroyable. Et t'as toujours voulu monter une agence ou c'est par ton expérience freelance où t'étais débordé de clients, tu t'es dit bah ok là faut que je passe en agence. Comment t'as construit cette vision de vouloir passer en agence? En gros, j'étais toujours été ambitieux de vouloir faire un gros projet et de vouloir faire un truc vraiment gros, construire une équipe, vraiment avoir un big projet, une entreprise. Euh,
au début, je me suis orienté sur le modèle startup, un peu sympa, on va changer le monde. Et après, comme je te dis, il y a une réalité où bah, le modèle agence, c'est commencer par le modèle freelance. Tu as des missions que tu peux gérer toi-même, délivrer toi-même, acquérir les clients toi-même. Et puis, bah, en fait, c'est assez mathématique. Au bout d'un moment, tu as assez de missions pour pouvoir recruter, ou tu en as trop même pour pouvoir les gérer toi-même, et donc tu dois recruter. Et puis, j'aime bien ce modèle-là qui est, je dis mathématique, dans le sens où tu sais après combien tu vends ta mission, quelle marge tu fais, combien une personne peut gérer de clients et de missions. Et du coup, bah là, petit à petit, tu peux rajouter une personne, deux personnes, trois personnes en allant acquérir tes clients, etc. C'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité, mais c'est assez simple comme business model, on va dire. Ok. Donc, tu as créé ton agence, ta première agence du coup, après ta première startup. Comment ça s'est passé sur cette première agence? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était intense. J'étais associé à l'époque avec une intervenante de mon master. Euh, on s'est associé. Alors moi, j'ai passé peut-être 10-12 mois dans le projet, mais ça a été très vite. On est parti vraiment de zéro en construisant l'offre sur TikTok. Et en fait, si tu veux, je faisais des vidéos TikTok qui fonctionnaient. Et donc, je me suis dit, bah, faut que je craque un truc pour pouvoir convertir les entreprises et les persuader qu'il y a un truc à faire sur TikTok. Parce que tu sais, elle regardait ça d'un œil un peu méfiant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je faisais des TikTok sur elle. Il y avait une entreprise qui s'appelle Wizbee, par exemple, qui est en gros un truc pour avoir des aides en tant qu'étudiant ou même en tant que jeune actif. Il te dit les aides auxquelles tu as le droit. Je faisais une vidéo sur eux. La vidéo, elle faisait 500 000, 1 million de vues. Donc, ils recevaient pas mal de messages. Ça a envoyé quand même pas mal de trafic. Et du coup, je leur ai envoyé cette vidéo en mode légal, le trafic, il vient un peu de chez moi. Voici ce que j'ai réussi à faire en une vidéo qui m'a pris genre 15 minutes. Je pense qu'il y a un truc à faire sur TikTok que vous n'exploitez pas. Venez, on se parle. Et ça me permettait de leur expliquer derrière rendez-vous, proposition commerciale, et de leur dire, bah voilà, on va vous créer 10, 15 vidéos par mois sur TikTok. On va se fixer tel objectif d'abonnés, tel objectif avec une logique plus rentabilité, donc de nombre d'inscrits ou de nombre de clients. Et petit à petit de développer cette offre-là. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, si tu veux, à acquérir nos clients. J'ai dupliqué ça sur plusieurs clients, puis petit à petit le bouche à oreille, le démarchage a fait qu'on a réussi à développer. On est passé de 2 000 à 50 000 € par mois en genre 6 mois, je crois. Ça a été très rapide, très intense. On a aussi recruté une équipe, on est devenu 6-7 personnes. Avec le recul, j'étais jeune, j'étais pas forcément d'accord sur beaucoup de visions avec mon associé, sur des choix qu'on a fait qui étaient trop rapides, qui étaient pas une bonne gestion aussi. On avait du mal à marger, on savait pas bien délivrer derrière en fait la prestation, et du coup ça nous coûtait très cher. On avait du mal à marger niveau de trésor, on était tout le temps à plat en l'air, donc c'était toujours une période où je me rémunérais pas alors que c'était mon but premier avec ce modèle-là d'agence. Donc ça, c'est un peu tous mes learnings, si tu veux, du premier modèle. Et ça a été vite, ça m'a permis de tout comprendre, le recrutement, le management, structurer une équipe, des process, accompagner des clients, gérer une relation commerciale. Mais j'ai pas tout fait bien parce que c'était le début, c'était ma première et c'était assez intense. Ouais, j'imagine. En vrai, quand t'es entrepreneur, faut toujours se planter quand tu commences et apprendre de tes échecs, quoi. C'est souvent ce qui se Il faut passe. croire. Ok. Et est-ce que du coup, pour apprendre toutes ces compétences, tu t'es retrouvé un peu la tête sous l'eau de ce que je comprends? Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as pris un mentor? Comment tu t'es formé? Ou est-ce que tu as tout fait un peu au feeling? Ouais. Bah, si je dois être honnête, en gros, alors, j'écoutais énormément de contenu à l'époque. Bah, les podcasts comme le tien sont d'utilité publique pour tous ceux qui sont dans l'ombre et qui vont même peut-être jamais, non, mais c'est vrai, tu vois, qui vont peut-être jamais liker, intervenir, commenter. Mais en vrai, ils écoutent et ça apporte énormément de valeur et d'ailleurs, ça crée des trajectoires. C'est vraiment un truc qui a un impact qui est considérable. Et comment dire? Un des trucs que j'avais à l'époque, et si je dois être honnête, c'est que j'ai fait un master spé. Du coup, j'ai fait mes études en finance avant à l'EDEC. Et ensuite, j'ai fait un master spé en entrepreneuriat à l'ESCP à Paris. Donc, dans une grande école, mais spécialisée en entrepreneuriat. Et c'était assez pratique plutôt que théorique comme master où tu devais monter ton projet au sein du master. Et tu avais plein d'intervenants qui t'aidaient de manière super concrète. Et donc ça a quand même été un truc qui m'a pas mal aidé. Et il y avait notamment le directeur du master qui est devenu aussi un mentor, en tout cas sur tous les premiers mois de ma vie entrepreneuriale, donc qui m'ont permis de booster, de débloquer aussi des trucs mentalement. Parce que bah moi je viens d'une famille de fonctionnaires avec pas forcément beaucoup de moyens, même si on manquait de rien. Et là d'un coup tu dois aller signer des clients, tu dois vendre des trucs à 10 000 € par mois à des clients, tu sais pas comment tu vas délivrer, tu dois recruter des gens, fixer des salaires. Enfin, il y a plein de barrières quand même mentales que tu dois faire sauter pour aller vite sur ces process-là, quoi. Ouais, 100%. Non, c'est super intéressant. Il y a un truc aussi que je remarque, c'est que peu importe les personnes que je peux interviewer ou même les agences qui se créent,
J'ai vraiment l'impression qu'il y a personne qui se construit tout seul. Bah, je pense, en fait, je pense qu'il y a deux trucs. C'est que tu dois forcément te construire en faisant. Tu l'as dit, il faut se planter pour réussir. Je sais pas si je serais aussi radical que ça, mais en tout cas, je suis sûr qu'il faut passer par, faut mettre les mains dedans, il faut tester, il faut apprendre. C'est en faisant. T'as beau avoir toute la théorie du monde, c'est pas dit que tu fasses les bonnes choses du premier coup et que il faut vraiment que tu les comprennes en les faisant et en les vivant. Et après, bah, avoir de l'aide et se faire entourer, tu vois, c'est vraiment super important. Moi, j'essaye de connecter avec d'autres entrepreneurs. J'ai un coach mental aussi depuis 2 ans et demi, avec qui on travaille sur tout ça. Et là, je suis en train de voir justement pour me réentourer, prendre quelqu'un. Je sens que là, j'arrive à des niveaux, moi, où je plafonne un peu en termes d'expérience et de connaissances. Et là, je dois arriver sur des strates, mettre en place des niveaux de management, des structures, des process dans ma boîte qui font que là, aujourd'hui, je gère pratiquement tout le monde en direct. Donc, je dois passer un vrai niveau cette année dessus en termes de structuration. Et je pense qu'avec de l'aide, je vais gagner beaucoup de temps et ça va me permettre de passer les étapes beaucoup plus facilement et éviter peut-être certaines erreurs. Ouais, 100%. Et d'après toi, c'est quoi la différence entre le freelance et vraiment monter une agence? Parce qu'en soi, tu vends du service, tu vends des offres, mais au niveau de la structuration et de ce que ça implique derrière, c'est vraiment très différent. Ouais, c'est pas, ouais, c'est vraiment très différent. Bah, je suis très d'accord. Moi, j'ai un grand respect pour le freelance, ce que je te disais en amont, parce que bah, je trouve ça super dur dans le sens où tu dois tout gérer toi-même. Tu dois avoir toutes les compétences. Donc, tu dois avoir les compétences d'acquisition client, peut-être de même visibilité. Si un de tes moyens d'acquisition, c'est de parler sur LinkedIn, sur Instagram, de faire des vidéos YouTube, de faire un podcast comme toi tu le fais. Ça, c'est un vrai taf. Derrière, tu dois pouvoir closer tes clients, délivrer ce qu'il y a besoin pour tes clients. Et après, tu as toute la partie gestion, admin, même après SAV pour tes clients, qui est quand même super complète, où tu dois passer de l'un à l'autre en une journée. Et aussi, tu as ce truc où tout dépend de toi. Je veux dire, tes jours off, tes vacances, dire non à un client, c'est super dur. Pouvoir faire une croix et te dire, bah, je prends une semaine de vacances, c'est pas juste je prends une semaine de vacances comme quand t'es salarié. Et c'est potentiellement, je refuse, ça veut dire que je dois apprendre à dire non à un client à 2 3 4 5 000 euros de contrat parce que je me suis dit à ce moment-là que c'était mes vacances. Enfin, je trouve que c'est des trucs qui sont vraiment durs. La gestion de ton temps, du perso et le côté stabilité aussi quand tu commences. Je pense une fois que tu es installé, c'est peut-être un peu plus simple, mais au début, bah il y a des mois où tu vas peut-être faire 3, 4, 5 000 euros, puis après tu vas peut-être faire zéro pendant 2 mois. Et ça, mentalement, c'est costaud. C'est dur. Même moi, à l'échelle d'agence, quand tu as des mois où t'es flat, où tu perds un petit peu, faut prendre le recul en disant faut avoir la vision annuelle. Mais quand t'es en tant que free, c'est ton revenu direct, etc. C'est quand même pas évident, je pense. Euh, Ouais. Ouais, en fait, les questions sont différentes. C'est est-ce que je vais manger, est-ce que je vais payer le loyer le mois prochain? C'est beaucoup plus primitif, je dirais. Ouais, exactement. Et t'as le truc où vraiment tout dépend de toi. Alors que sur l'agence, je dis pas que c'est plus simple, parce que je pense il y a d'autres difficultés que moi je peux vivre. T'as des difficultés bah, RH, tu dois gérer des gens, recruter des gens. Ça reste le gros du métier du modèle agent, c'est que tu vends du temps humain. Donc c'est pas forcément le plus évident. Tu dois structurer, tu dois avoir des relais d'acquisition, tu dois gérer aussi bah, ta rentabilité, ta trésorerie, surtout quand t'es en forte croissance, qui est un point clé essentiel. Donc il y a plein de choses que tu dois quand même gérer. Après, tu as toute une partie juridique aussi. Là, en ce moment, on a des trucs. C'est sympa quand tu commences à passer des niveaux, tu découvres Ouais. des nouveaux trucs, des relations avec des avocats, peut-être trois, quatre avocats sur différents trucs. Enfin, c'est d'autres problèmes. Mais par contre, moi, je fais très peu d'opérationnel. Donc en soi, c'est-à-dire que l'agence tourne entre guillemets sans moi et délivre et les clients sont délivrés et on s'en occupe. Et moi, je suis là pour éteindre les feux et pour structurer et aller chercher de la croissance. Ok. Le Et métier est différent. ouais, 100%. Donc aujourd'hui, vous visez 3 millions annuels. Et tu dirais qu'est-ce qui est le plus dur vraiment pour acheter de la croissance? C'est quoi le plus gros challenge que toi tu peux rencontrer cette année ou même l'année dernière? Ouais, le plus dur, c'est de savoir, c'est de définir ton offre. C'est qu'est-ce que tu fais, pour qui et comment, et quel résultat tu promets. Et c'est ce truc-là qui est le plus dur. Parce qu'une fois que tu l'as craqué, et que du coup que tu es sur un marché qui est porteur, et tu sais qu'il y a de la place, et que tu as trouvé pile là où tu te positionnes, la valeur que tu apportes et pour qui t'apportes, tout derrière devient plus simple parce que ben tu vas t'adresser à la même type de personne, tu sais exactement qui tu vas viser, tu sais exactement ce que tu vas leur dire, ce que tu vas leur proposer, tu as exactement des use cases de ce type de personnes-là que tu as déjà accompagné et ce que tu as apporté comme valeur
Et derrière, tu as tous les process parce que c'est tout le temps le même type de personnes que tu gères et le même service. Je dirais que c'est ça vraiment le plus dur pour pouvoir craquer de la croissance. Nous, on l'a craqué sur notre pôle talent management où on a vraiment mis en place, tu vois, je sais que la valeur qu'on apporte à nos talents, elle est folle, elle n'existe pas ailleurs sur le marché. Et enfin, je pense sincèrement qu'on est les meilleurs du marché hein, pour les types de profils qu'on accompagne. On a aussi changé les trajectoires parce que la plupart de nos talents qu'on accompagne, on les a pris, ils n'avaient jamais généré de revenus et aujourd'hui, ils font plusieurs centaines de milliers de revenus individuellement. Et une fois qu'on a mis en place toute la machine, cette année, on va avoir de la croissance, mais presque sans effort supplémentaire. En tout cas, de ma part, en termes de croissance et tout, bien sûr que les équipes travaillent énormément et créent énormément de valeur, mais c'est le plus dur. En tout cas, c'est là où on a le moins de doutes. Maintenant, on a de la prévisibilité, de la prédictibilité aussi sur ça. Sur notre autre pôle, tu vois, qui est beaucoup plus récent, où on accompagne des clients. On est encore en train d'itérer sur ce truc-là. On a gagné un super appel d'offres, plus de 500 000 euros, c'est très cool, etc. Mais c'est un type de... Ouais, non, en vrai, ça, c'est chouette et c'est un vrai step aussi qu'on a passé, où on s'est imposé face à des grosses agences. Et on était vraiment l'outsider et ils doutaient de nous. Bon, normalement, que tu demandes pas parce qu'ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment, ils sont en slip dans leur chambre ou c'est assez structuré? Parce qu'on a proposé un niveau de reco et un niveau d'expertise qu'ils ont adoré, qui était le meilleur, en fait, factuellement. Mais derrière, bah, il n'y avait pas encore l'historique d'agence, le name d'agence, le nombre de personnes de l'agence qu'il peut y avoir sur des grosses agences de pub parisiennes. Donc, ils ont fait tout un audit check. Mais c'est très cool, tu vois, d'aller sur ce genre de truc. Mais comment est-ce qu'on arrive derrière à le dupliquer? Quelle est exactement la plus grosse valeur qu'on va apporter? On est encore en train de définir tout ça. Ça veut dire qu'on est très bon pour les clients qu'on accompagne, mais il faut encore qu'on apprenne encore mieux sur ce qu'on propose et à qui exactement, tu vois. Ouais, bien sûr. Ce qu'on dit beaucoup, même pour des freelances ou des agences, que quand tu veux passer un cap, il faut se structurer. Et c'est un mot qui est tellement généraliste qu'on ne comprend pas ce que ça implique. Et toi, tu l'as dit déjà, comprendre son offre, qui tu t'adresses et avoir un vrai positionnement qui est vérifié et validé par le marché. Moi, je pourrais ajouter aussi, c'est de craquer son acquisition, de le Mm. systématiser, à savoir, bah, ok, quel canal te rapporte souvent le plus d'opportunités, quel est le premier message que tu envoies, ou derrière, ça maximise ton taux de réponse, et tu peux créer une discussion. Derrière, quand tu fais ton premier appel, qu'est-ce que tu dis? Comment tu gères ton script, ta structure? Quelles sont les questions fondamentales que tu poses systématiquement à ta cible? Et là, on parle vraiment de structure. Est-ce que toi, déjà, comment tu as structuré ton agence pour commencer? Ouais, bah, on peut prendre l'exemple de l'acquisition, qui est un vrai point clé, et je pense qui est la première aussi limite de beaucoup d'agences ou même de freelance. Et je pense qu'il faut avoir un unfair advantage. Il faut savoir là le truc que toi tu peux faire ou que tu peux créer que les autres ne peuvent pas. Et c'est un peu ce que j'ai toujours fait. Tu vois, sur ma première agence, c'était mon compte TikTok. Les autres pouvaient aller démarcher en faisant des TikTok, mais faire une vidéo, je me souviens, j'en avais fait une par exemple sur l'école 42 qui avait fait 1 million de vues, qui avait vraiment pendant 3 semaines, ils étaient sous l'eau de messages, de mails et tout. Et quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit mais c'était infernal à gérer le trafic que t'as envoyé, etc. Mais c'est tellement legit comme truc que peu importe l'agence qui va venir à côté, il y en avait qui étaient en concurrence, leur dire machin, la preuve et ce canal-là, il était unique. Et ça, c'était notre canal d'acquisition que moi j'avais trouvé pour notre agence et qui m'a permis de dupliquer. Tu vois, sur Futures, là, pour l'influence food, le truc qu'on a mis en place, par exemple, sur le côté talent management, il y a un nombre fini de créateurs food en France qui sont avec des belles DA, avec qui on pourrait bien s'entendre, à qui on pourrait apporter de la valeur où le modèle agence correspond et qui sont rentables au sens économique du terme. Du coup, à partir de ce constat-là, c'est très dur d'aller en signer des nouveaux quand tu arrives ensuite dans le marché puisque ils sont déjà dans d'autres agences ou alors ils sont libres mais en fait ils veulent le gérer vraiment tout seuls parce qu'ils sont structurés de cette façon-là. Du coup, un des trucs qu'on a craqué, c'est de se dire est-ce que on a constaté que nous, on était très bons pour en repérer très jeunes, quand ils avaient 10, 15, 20 000 abonnés, où personne s'intéresse à eux, repérer le potentiel et derrière les accompagner avec beaucoup de conseils et d'expertise, parce que nous-mêmes, on a été créateurs de contenu et c'est une de nos grosses différences par rapport aux autres agences. Et du coup, on leur amène beaucoup d'expertise pour se développer et aussi se structurer. Et ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir des talents qui aujourd'hui ont 600, 700 000 abonnés, qu'on a pris de zéro, tu vois. Mais il y en a même un qui a 1,2 million, 1,3 million maintenant et qu'on a pris qui avait beaucoup moins d'abonnés. Et ça, en fait, bah, une fois qu'on a vu qu'on était meilleur que les autres sur le marché, que ça fonctionnait, que c'était un moyen scalable, on en a créé une académie où on s'est dit, bah, on va créer une structure dédiée à ça, parce que c'est un accompagnement différent, où vraiment on va prendre plein de profils et on va repérer les meilleurs du marché, les former pour ensuite les passer dans notre pool de gros talents qu'on accompagne. Et tu vois, en fait, je prends ces deux exemples-là pour te montrer des moyens de craquer vraiment ton acquisition en ayant
ton propre canal que les autres ne peuvent pas reproduire et qui fait que tu vas aller beaucoup plus vite et qui t'amène de la prédictibilité. Tu vois, par exemple, ça peut être le podcast, qui est un moyen que certains utilisent pour pouvoir derrière aller signer des clients, une chaîne YouTube. Enfin, il faut le trouver, quoi. Ouais, 100%. Et comment t'en es venu à te positionner sur de la food? Parce que au début, t'as fait une vidéo pour Wizby, l'école 42, et si je comprends bien, aujourd'hui, tu es vraiment spécialisé à 100% sur de la food. Ouais. Pourquoi en fait? Parce que d'un côté, toi, tu te fermes des portes à tous les autres secteurs. Ouais, 100%. Et en plus, l'ironie, c'est que je cuisine pas. Et que j'adore manger, par contre. Ouais. Mais que je cuisine pas. Du coup, des fois, que ce soit mes équipes ou les créateurs, ils se moquent un peu de moi. Parce que tout est construit autour de ça. En gros, bah, ça rejoint exactement ce que je te disais avant du côté Unfair Advantage. C'est que, bah, ma copine associée, elle était créatrice food. Donc, on bossait déjà avec pas mal de clients dans la food, via rien que son compte à elle. Elle avait aussi beaucoup de connexions et de légitimité dans le milieu de la food auprès des créateurs. Et du coup, on a construit tout l'écosystème autour de ça. Et en partant aussi du constat que la food est déjà bah, tu vois, on peut déjà faire 3 millions rien qu'en faisant de la food. Donc, c'est-à-dire que le marché, il est assez large. Alors, côté créateur, c'est un marché qui reste fini. Où voilà, nous on veut une vingtaine de créateurs, on n'en veut pas 50 parce qu'après tu arrives dans un catalogue, tu as des enjeux dans l'influence où on veut créer un lien, une team avec eux, être très proche, avoir une qualité d'accompagnement qu'on considère qu'on pourra pas dupliquer sur 50 mais uniquement sur 20 sur cette vertical food. Par contre, côté client, là c'est beaucoup plus infini, c'est tous les clients que tu peux voir dans un supermarché, les supermarchés en tant que tel, enfin c'est très très large. Du coup, c'est ça ce choix de spécialiser dans la food, c'est euh, par opportunisme, en vrai, c'est je suis transparent au début, et derrière parce que c'est un vrai choix stratégique business où on est bien meilleur par notre spécialisation et notre verticalité là-dessus pour accompagner que ce soit nos clients ou nos talents qu'une agence plus généraliste où des fois on récupère des talents qui étaient dans des agences généralistes qui étaient très bien parfois tu vois, gérés par des gros youtubeurs mais qui n'arrivent pas à les accompagner sur cette niche-là. Ok, ouais, 100%. Et je pense qu'il y a un vrai truc, c'est que souvent les gens n'ont pas connaissance de la profondeur du marché. Parce qu'en vrai, on pourrait se dire, ok, le marché de la food, mais il y a combien d'entreprises en food qui utilisent vraiment TikTok? Est-ce que c'est vraiment un marché qui va se développer? Alors vous allez peut-être faire 3 millions cette année, et puis on voit que vous pouvez faire bien plus encore les années d'après, quoi. Ouais, ouais, 100%. Bah, mais c'est un vrai truc à se poser dans les deux sens. Je sais que moi, j'ai discuté avec pas mal de fondeurs d'agences, tu vois, et sur des verticalités, des niches différentes. Il y en a qui vont se spécialiser, je sais pas moi, sur Pinterest, ou même, bah, il me semble que c'est ce que tu fais aussi sur LinkedIn. Et j'ai échangé aussi avec, tu vois, Mathieu Pimor de Linker, où, en fait, t'as des certaines niches, où ta profondeur de marché aussi, elle est pas énorme. Et en fait, il faut réfléchir dans les deux sens, tu vois, te dire, bah, le fait de se spécialiser uniquement, non, on fait que de l'influence et uniquement dans la food, quelles vont être nos limites? Moi, je sais où elles sont les limites côté créateur. Je sais que côté client, il y en a très peu. Et des fois, il y a des personnes qui se disent, ouais, mais si je me spécialise que là-dedans, il n'y a pas assez, alors qu'en fait, le marché, il faut vraiment aller le voir de façon réaliste, il est très très large. Ouais, Et à contrario, des fois, tu te spécialises dans un truc en te disant, vas-y, je vais aller faire 5 millions là-dedans. Non, en vrai, là-dessus, tu as peut-être de quoi faire une agence à 300 000, 500 000 euros par an et ça sera déjà magnifique. Mais il n'y a pas une profondeur de marché pour aller faire 10 millions sur du Pinterest. Je te dis ça au hasard, j'ai pas étudié le marché en profondeur, mais voilà. ah, bien sûr. Mais souvent, ça va au-delà des 5-10 cas par mois. Il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'euros à aller chercher, quoi. Ouais, carrément. Non, non, carrément. C'est juste que après, bah, quand c'est vrai que nous, tu vois, je me dis comment est-ce qu'on va évoluer, tu vois. C'est une fois que tu arrives, tu commences à faire trois, bah, c'est quoi la suite et comment tu vas évoluer pour aller chercher plus ou pas. Ça dépend ce que tu veux faire aussi, quoi. Et justement, pour bondir là-dessus, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu as envie de monter une grosse agence, de la revendre derrière? C'est quoi ta vision long terme sur ton projet? J'ai envie, j'ai cette ambition de créer un projet encore beaucoup plus gros, où le modèle agence, j'adore comme première expérience, parce que déjà ça permet de faire des sous, c'est rentable. Bah, même si on réinvestit quand même énormément dans la croissance, là on est en train d'acheter des bureaux et c'est un big truc qu'on est en train d'acheter, donc on réinvestit beaucoup dans tout ça. Mais ça permet quand même d'avoir du cash flow, d'avoir un truc prédictible et de te sécuriser un peu côté perso, d'investir. J'investis dans l'IMO également et tout. Ça permet de te faire énormément d'expérience. Tu peux recruter les premières personnes, tu peux les manager, tu peux mettre tes process et ça, les erreurs coûtent pas cher. Hein. Si tu construis demain une startup, une scale-up qui a levé 5, 10, 15 millions, que tu dois aller à une vitesse d'exécution très très vite, rendre des comptes à des investisseurs, les erreurs peuvent coûter très cher et tu as beaucoup moins le droit. Sur une agence, c'est plus lent.
comme business model et tu peux prendre ton temps. Donc j'adore pour tous ces aspects-là, tu vois, le côté agence comme première expérience et j'essaye de le faire avec beaucoup d'intensité, de doubler chaque année ou en tout cas d'avoir une forte croissance pour pouvoir en profiter pleinement et avoir le plus de résultats possible. Mais ma vision, je me vois pas à 15 ans diriger une énorme agence. Le milieu de la pub en soi me fait pas non plus surkiffer. Par contre, j'adore accompagner les créateurs. Ça, c'est un truc que j'adore. Et j'adore aussi le business que tu peux construire autour des réseaux sociaux. On a cofondé là en parallèle une application de batch cooking avec mon associé, qui a un modèle complètement différent. C'est une app, c'est de la tech, etc. Ok. Mais qui est toujours dans cette logique d'utiliser les réseaux sociaux comme levier pour créer du business et se développer, quoi. Ok, incroyable. Et tu dirais que sur le long terme, ou tu vois, au-delà de l'argent, qu'est-ce que cette réussite, tu vois, peut représenter pour toi personnellement? Ouais, bah même avant l'argent, j'ai envie de dire, c'est la fierté de changer des parcours de vie. Je pense que c'est le truc, on peut pas dire qu'on change le monde non plus à notre échelle, tu vois, sur ce qu'on fait, faut être réaliste Ouais. sur tes missions et sur ce que tu fais avec l'agence. Mais par contre, on change des parcours de vie. On accompagne certains clients très bien, mais il y a des talents, tu vois, qu'on a pris, qui avaient des jobs salariés, fonctionnaires parfois, au SMIC ou guèrement plus, et qui là peuvent jouir d'une liberté totale, peuvent voyager dans le monde, gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an, adorent ce qu'ils font, sont profondément heureux, peuvent payer des voyages à leur famille, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est une vraie fierté. Ils ont créé leur société, on les accompagne, on les met en relation maintenant avec des gestionnaires de patrimoine, alors qu'on est parti vraiment de zéro il y a même pas 2 ans, tu vois. Et ça, c'est une fierté de pouvoir changer des trajectoires et avoir de l'impact comme ça sur des vies de gens proches et qui ont des belles valeurs et qui travaillent. Et aussi au sein de mon équipe, parce que bah, de la même façon, quand tu as un projet qui grossit aussi vite, tu vois, ma première alternante qui est arrivée, qui faisait un peu de community management, etc., elle a peut-être eu 5, 6 métiers en 2 ans, mais elle a beaucoup évolué avec l'agence et ses responsabilités, et son expérience et sa rémunération également, alors que théoriquement, elle est tout juste sortie d'école, mais parce qu'elle a suivi la trajectoire et elle a travaillé, ça permet d'avoir des belles dynamiques et des beaux parcours. C'est vraiment impacter la vie des autres à ton échelle. C'est ça? Ouais, exactement. Et du coup, vu qu'on est plusieurs là-dedans, c'est créer une team et fédérer. Tu vois, c'est un peu l'agence, nous aussi, comment on s'est positionné, c'est que l'influence, ça manque beaucoup de transparence. Les relations sont souvent compliquées. Il y a beaucoup d'hypocrisie, etc. C'est des milieux où les gens sont très seuls. Et nous, notre vision depuis le départ, c'était de créer une team et avec une unité et vraiment avoir une bande de potes. Alors avec qui on bosse, on est super exigeant et on veut tout défoncer, mais que ça soit une bande de potes et on se réunit, tu vois, 2 fois par an. On fait des séminaires, on loue une énorme maison, on se retrouve tous ensemble, tu vois, c'était sur la côte, la vue mer, truc machin, il y a 10 chambres et on est tous ensemble pour tout le week-end. Il y a que des créateurs qui ont 500 000, 800 000, 1 million d'abonnés, mais c'est une bande de potes où vraiment tu partais en week-end avec tes potes, tu vois, vraiment à la cool, simple, avec des super valeurs, des super discussions, des super échanges, où c'est sincère. Et c'est vraiment nous notre volonté depuis le départ, et c'est comme ça qu'on les accompagne. Et ça, c'est un des trucs qui me rend le plus fier, tu vois, c'est quand je vois dans cette vie-là tout le monde, que ce soit les collaborateurs ou les créateurs, tous ensemble travailler, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde évolue, tout le monde est dans cette bonne dynamique. Ouais, moi je suis trop content de ce qu'on a réussi à créer, et chacun est aussi super reconnaissant de pouvoir vivre ça et tu vas nous remercier à chaque fois d'avoir créé cette ambiance un peu particulière et cette transparence parce que derrière nous, tu vois, sur le marché, on prend 30% de commission sur nos créateurs, sur leurs revenus. Donc la range est entre 20 et 30%. Sur le marché, 30% on se positionne haut, mais derrière, on leur délivre une transparence totale et un service plus que complet. Et ils en sont conscients et on a réussi à faire valider ça. Euh, et ça, franchement, je suis assez fier de ça. Mm. Ouais, c'est vraiment bien, hein. Je pense qu'il y a peu d'agences qui arrivent à ce niveau de même fédérer, tu vois, parce que c'est compliqué quand tu as une équipe de comment tu la fédères, comment tu fais en sorte que l'entreprise d'à côté ne va pas te débaucher ton talent. Il y a des vrais enjeux, quoi. Ouais, c'est pas du tout évident. Je te dis pas que c'est pas évident, que c'est évident tous les jours et tout. Et on se pose toujours les questions. Tu te remets toujours en question parce que même en tant que manager, je reste assez jeune. Donc, comment est-ce que tu proposes le meilleur environnement de travail à ton équipe? Quels sont les bons réflexes à avoir? Comment tu les accompagnes dans leur évolution? Comment tu les comprends? Quels avantages tu mets en place? Après, t'as plein de trucs RH qui viennent s'ajouter un peu plus admin, officiel, etc. que là, on est en train de structurer. Donc, c'est pas évident tout le temps, mais tu le fais avec cette énergie-là et ce truc-là. Je pense que tu peux arriver à emmener, à impacter ouais, les gens de cette façon-là, et ça, c'est stylé. Ouais, 100%. Et pour revenir justement sur la partie business,
il y a un vrai challenge que beaucoup de freelance qui veulent passer au niveau supérieur, même des agences, comment débaucher des grosses entreprises, comment décrocher des appels d'offres, comment augmenter son portfolio, tu vois, pour travailler avec des entreprises un peu plus haut de gamme. Comment ça s'est passé toi de ton côté? Ouais, alors côté, on a un peu un cheat code entre guillemets dans l'influence, c'est que on récupère aussi enfin on gère les mails entrants des créateurs de contenu. Donc tu vois directement, tu te retrouves dès les premières années à bosser avec les clients qui on bosse le plus, être Picard, Barilla, enfin vraiment des présidents. Enfin, on a vraiment plein d'exemples de grosses boîtes avec qui on bosse, qui viennent contacter ces créateurs même quand ils sont assez jeunes. Donc nous, avec qui on a l'habitude de bosser de façon récurrente, que ce soit directement avec eux ou via des grosses agences comme Publicis ou Avast qui peuvent les gérer. Et de l'autre côté, ben là, ce qu'on est en train de faire, tout ce travail-là, c'est de se servir un peu de cette légitimité, de nos premiers use cases et de notre expertise pour aller convaincre des gros groupes comme l'appel d'offres là qu'on vient de gagner. Je peux pas encore disclose le name, mais c'est derrière aller structurer une vraie expertise et puis c'est aussi dans la tête. T'es appelé sur un gros appel d'offres. On était 250, on a été shortlist parmi les trois. Parmi les trois, on était vraiment la plus petite de très loin. Ils nous l'ont dit, on était les outsiders. Mais on y est allé déjà confiant et en faisant le maximum quoi. On a bossé comme des fous. Moi, il y avait aussi un truc, tu vois, sur cet appel d'offres, c'est que il y a une expertise que j'avais pas en termes de structuration, de stratégie de marque, etc., qui est pas mon métier, qui est un truc qui se rapproche vraiment un peu de la pub. Bah, on a ouvert un recrutement, on a ouvert un poste, on a recruté une personne qui nous a rejoint, qui est très forte là-dedans. Et qui a aussi bah, structuré une grosse partie de cet appel d'offres et qui nous a permis derrière de le gagner. Donc tu vois, tu vois l'opportunité se présenter, ça arrivé avec un momentum où on avait besoin de se développer sur cette partie-là. T'ouvres le poste en recrutement, la personne arrive, ça marche très bien directement, on apporte de la valeur, on bosse ensemble et on vient derrière matérialiser par cette victoire, ce qui est un peu le meilleur scénario, mais ce qui est cool, quoi. Ouais, Ce incroyable. qui récompense le risque. Et même pour des agences qui n'ont jamais réussi à décrocher les appels d'offres, est-ce que tu peux expliquer un peu les étapes, même qu'est-ce que c'est, tu vois, un appel d'offres, comment ça marche concrètement pour des personnes qui débutent? Ouais, bah un appel d'offres, c'est une marque, un annonceur généralement, si on parle du milieu de la communication, qui va avoir un besoin spécifique ou plus général sur, par exemple, ses réseaux sociaux à l'année, sur sa com 360, sur la refonte de son site web, ou sur nous, l'influence food et ses campagnes d'influence sur l'année. Et ce groupe-là, bah, pour pouvoir choisir, ils ont des gros process. Généralement, c'est des beaux budgets, c'est des enveloppes, hein, centaines de milliers, parfois un million d'euros pour les plus grosses. Et du coup, ils vont émettre ce qu'on appelle un appel d'offres et ils vont dire, bah voilà, nous, notre besoin, il est euh, d'avoir une agence qui nous accompagne sur toute cette partie-là. On a environ tant de budget, on a besoin de ça comme expertise. Notre objectif, c'est ça. Donc, on fait un appel à candidature. Alors, des fois, c'est plus ou moins officiel de cette façon-là. Il faut un peu aller se dénicher ou être déjà dans les contacts, dans les petits papiers ou les avoir démarchés pour qu'ils pensent à toi et qu'ils te mettent sur listing ou avoir des personnes qui vont te mettre en contact. Parce que des fois c'est pas public. Nous en l'occurrence ce client-là il l'avait posté sur LinkedIn, donc de la chance, je suis tombé dessus, on l'a démarché, et ça a accroché, etc. Donc aller provoquer aussi cette opportunité-là et pas s'arrêter aux 200 commentaires qu'il y a sous le post LinkedIn et se dire bah on y va quand même. Et une fois que qu'ils ont fait ça, derrière ils vont shortlist un nombre d'agences qui veulent interroger. Et sur ces agences-là, derrière, tu vas avoir un premier call de brief où ils vont t'expliquer. Bon, alors, t'es sous NDA pour pas que tu parles. T'es en te disant, bah voilà, t'as confidentialité maximum. Et ils vont te dire, voilà nos projets pour l'année, voilà les produits qu'on va sortir, voilà sur quoi on a envie de communiquer. Et voilà la cible qu'on veut atteindre, voilà les canaux, voilà les budgets, voilà les timings, voilà ce qu'on a et voilà ce qu'on attend de vous comme restitution, etc. Et après, tu dois faire ce qu'on appelle une restitution. Nous, bon, on est monté à Paris, tu vois, pour pouvoir leur présenter une énorme presse en disant bah voilà toute la stratégie qu'on a pensée pour vous, voilà les activations qu'on vous propose, voilà les créateurs avec qui vous pouvez travailler, voilà la répartition du budget, voilà nos honoraires. Et après bon t'as tout un truc un peu admin parce que c'est en groupe, tu dois remplir des fiches d'honoraires de gestion très complètes. Enfin tu vois t'as plein de trucs plus admin, plus chiants que tu dois gérer en parallèle. Mais c'est une grosse restitution avec toutes tes expertises que tu proposes et après bah eux tu vas avoir une phase d'aller-retour de questions et ils vont choisir la recommandation et l'agence avec qui ils ont envie de partir pour l'année, quoi. Ok. Ou pour des fois 3 ans, 4 ans.
Ouais, donc c'est des gros contrats et après ça débouche vraiment sur potentiellement des contrats récurrents de plusieurs mois, plusieurs années. Bah, ça dépend des appels d'offres. T'en as qui vont te faire un appel d'offres sur une campagne one shot parce qu'ils ont une grosse campagne à faire sur un moment fort pour eux, une sortie de produit, un truc. Et puis t'en as, tu vois, nous là c'était plus le cas. Généralement c'est quand même le cas, c'est sur un accompagnement annuel ou pluriannuel. Et tu sais que bah tu vas gérer tant de budget, tu vas avoir tant d'honoraires pour l'année, ce qui te permet aussi de te projeter en tant qu'agence. L'avantage c'est que tu te projettes, que tu as déjà ton chiffre de signé, que c'est des beaux budgets. Généralement c'est des belles marques, donc tu peux bien communiquer dessus et tout. Après il y a aussi beaucoup de travail en delivery. C'est un truc qui demande un gros accompagnement, un gros suivi. Donc là, tu vois, c'est toute la partie structuration qu'on est en train de faire de comment est-ce qu'on va pouvoir délivrer correctement ce client parce qu'on n'a pas encore délivré à cette hauteur-là un Ouais. client aussi gros. Enfin, en ce sens-là, même si le métier reste le même de base, il y a quand même tout l'accompagnement en termes de, par exemple, les reportings que tu vas faire, il faut qu'ils soient à un niveau au-dessus de ce que tu peux faire sur une petite campagne one-shot. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à mettre en place. Et l'inconvénient, le truc après, c'est que bah, c'est à la fin de l'année, si tu as recruté des personnes pour ça, des fois on voit des grosses agences sur Paris qui sont dans ces cas-là, où elles ont un, deux, trois clients qui font, chaque client fait 2, 3 millions de chiffre d'affaires. Hein. Donc tu as peut-être 8 personnes qui bossent à full time pour ce client-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis quand le client n'est pas reconduit, bah, là, ça peut être compliqué. Est-ce que tu as un autre client pour pouvoir mettre tes équipes dessus ou est-ce que tes équipes, bah, y a pas d'autres clients et, du coup, tu dois faire des choix qui sont pas forcément évidents par rapport à ta team. Ouais, d'où les enjeux recrutement, RH, management, gestion Voilà, qui vont arriver derrière, quoi. Ok. voilà. Puis tu as aussi le truc où, bah, ce que je te disais avant, mais quand tu grossis, c'est-à-dire que tes besoins évoluent constamment, les réalités de l'agence aussi. Et du coup, ça demande aux personnes une capacité d'adaptation. Ça demande d'ouvrir des nouveaux postes, de changer un peu, tu vois, entre l'année dernière où on faisait 1 million, cette année on vise 3. Bah, c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes façons de gérer les choses. Donc, il y a peut-être une personne de plus ou 2 personnes de plus pour faire ça. Et puis, ça, on le fait peut-être plus. Et puis, donc, il faut que les personnes puissent s'adapter aussi et puissent être un minimum, ouais, qu'elles s'adaptent en gros à l'évolution de l'agence, tu vois, pour prendre les nouvelles missions, pour prendre la nouvelle façon de fonctionner aussi et tout ça. Mm. Ouais, 100%. Et justement, pour être appelé sur des appels d'offres, est-ce qu'il y a des plateformes, des marketplaces où c'est vraiment du networking, connaître les bonnes personnes? Comment ça se passe? Ouais, il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. Nous, on connaît pas, enfin, on n'a pas encore trop été sur. Là, c'est un truc qu'on est en train d'étudier toute la partie plateforme et tout, parce qu'il y en a. Après, il faut trouver lesquelles sont les bonnes, vont vraiment t'apporter des appels d'offres. Il y en a qui te demandent d'investir 5, 10, 15, 30 000 euros aussi pour être sur la plateforme. Est-ce que c'est un investissement rentable ou pas? C'est plein de questions un peu dans lesquelles on est en ce moment. Ok, très très bien. Donc là, on est à la fin de la vidéo. Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais aborder, une question, un truc que tu aimerais dire qui te tient à cœur, un conseil, peu importe? Deux trucs. Je pense à un des trucs, tu vois, tu me demandais qui me faisait kiffer. Il y a un des trucs qui m'est revenu aussi. C'est d'impacter les parcours. Et un peu lié à ça, c'est de révéler des potentiels. Mhm. Comme des créateurs que tu prends de zéro ou qui venaient nous voir en disant ben, je stagne, j'ai que 80 000 abonnés, je fais pas de collab. Et en arrivant à donner des conseils, en débloquant des choses, bah, tu changes une trajectoire de vie. Parce qu'en vrai, quand ils ont derrière plusieurs centaines de milliers d'abonnés et qui font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment une trajectoire de vie et parfois de famille qui change. Donc ça, c'est un vrai impact et c'est le fait d'avoir révélé un potentiel. Et c'est aussi ce que j'adore faire avec mon équipe, c'est de trouver. Des fois, ça prend du temps. Les missions, les choses sur lesquelles ils sont le plus forts, leur zone de génie à eux, et les concentrer uniquement là-dessus. Et c'est là qu'ils vont créer le plus de valeur. Ils sont peut-être pas bons sur un truc là, mais c'est pas pour ça qu'ils ont pas de potentiel. C'est juste que c'était pas le bon truc. Et ça, je pense, que c'est un truc important à comprendre quand tu gères les gens et que j'ai peut-être eu la chance à comprendre assez vite. Il y a plein d'autres choses que j'ai pas encore compris que je suis en train d'apprendre. Mais, euh, mais ça, c'est un point qui est important, qui me tient à cœur. Et après, le deuxième, c'est plus, c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes et c'est super bateau, mais croyez en vous euh, et ne vous mettez pas de barrière mentale. Genre, moi, il y a des choses où je pensais pas que ça allait être possible en termes de niveau, de vitesse, etc. Et d'une année à l'autre, il faut travailler sur son mindset et sur ce que tu as dans la tête pour pouvoir tout débloquer et aller chercher les étapes d'après, quoi. Ouais, pour rebondir là-dessus, pour rebondir là-dessus, si tu regardes 4-5 ans en arrière, tu vois, quand tu te lançais, est-ce que le Enzo d'avant aurait cru que tu arriverais là aujourd'hui? Il en rêvait, il avait confiance en lui. Je pense que c'est un des trucs qui m'a permis aussi peut-être d'aller vite.
Maintenant, il avait pas du tout la réalité du truc, pas du tout la certitude que c'était possible. Je me disais, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Tu doutes, et même encore parfois aujourd'hui, je doute. Il y a des journées, tu te prends des trucs, tu doutes, tu te dis, mais attends, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver? Est-ce que c'est pas la limite? Est-ce que vraiment on va arriver à passer les étapes de croissance, etc. Est-ce que on va sortir de ces 3 4 mois où tu fais pas de chiffres et puis après sur 2 mois tu fais énormément et du coup bah ça compense. Donc ouais, je pense que il avait l'ambition d'eux, mais non, tu sais jamais, tu vois. Et même tu vois, moi je sais que j'ai investi en IMO, les montants sur lesquels j'ai investi il y a un an, des trucs qui me paraissaient vraiment impossibles me paraissent vraiment rigolos aujourd'hui et je pensais jamais réfléchir, là, les montants sur lesquels on est en train d'emprunter pour les bureaux, etc. Où je me disais, non, non, mais c'est impossible. Et même moi, la première fois que j'ai envoyé le truc au banquier, j'étais là en mode, bon, il va rigoler au nez. Et il m'a dit, ah non, non, c'est un projet sérieux, ça a l'air cool et tout. Je dis, bon, on va y aller, tu vois, mais ça m'a demandé de débloquer et de passer tous les trucs, tu vois, dans la tête, de dire, non, non, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros, tu peux y aller, faut y aller, faut juste pas avoir peur, après, c'est toi et ton risque aussi, il faut dormir la nuit. Mais voilà. Ouais, ouais, faut le caractère, le mindset qui va avec. Tout le monde n'est pas fait pour aller à certains niveaux de réussite, quoi, c'est sûr. Non, bah ça c'est un des trucs par contre, tu vois, qui a vachement changé dans le mindset, c'est qu'au début je disais à tout le monde, ouais, tu peux le faire, tout le monde peut le faire et tout. Attention, c'est pas du tout la prétention de je suis un génie et j'ai un truc de spécial, euh, mais c'est tellement dur que je souhaite pas du tout à tout le monde le vivre et je pense que c'est pas du tout adapté. Enfin, c'est tellement dur. Et c'est tellement beau aussi, il y a tellement de trucs stylés, mais la réalité c'est que tu vis des choses quand même qui sont compliquées et tu dois gérer beaucoup de pression, t'es très seul. Et ça, c'est quand même dur et je pense pas que ça soit fait pour tout le monde et que ça rende heureux tout le monde. Et du coup, ouais, c'est peut-être un peu la limite du truc que je pense qu'il y a pas. C'est pour ça que je fais jamais hiérarchiser. Il y en a qui disent ouais, le salariat c'est de la merde et tout. Pas du tout. Et c'est pas ça parce que je dis salarié. Je pense sincèrement que ça a ses avantages et que chaque modèle est différent et chaque modèle est adapté aussi selon les personnes, quoi. Mm. Ouais, 100%. En connaissant aujourd'hui justement les implications, même les galères que tu as eues, est-ce que vraiment tu le ferais si tu regardes 5 ans en arrière et que tu aurais deviné, ok, franchement, je vais vivre ça, 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 ça. Est-ce que tu aurais quand même pris la décision de le faire? Oui. Après, on dit toujours que quand tu te lances, c'est que t'as pas idée de ce qui t'attend. Et même moi aujourd'hui, les projets sur lesquels je me lance, je sais que tu réfléchis parce que t'as un minimum de rationnel et de stratégie. Mais en vrai, tu te rends pas compte à quel point ça va être dur, à quel point il va falloir gérer ça, 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 ça. Mais une fois que t'es dedans, donc t'y vas. Et si tu savais tout avant, peut-être que tu ferais pas tout. Donc je suis assez d'accord avec ça. Après, le résultat est beau. Et moi, enfin, je suis un compétiteur. J'ai fait du sport à haut niveau avant du basket, et j'adore ce que je commence à pouvoir vivre dans l'entrepreneuriat, qui est de me challenger sans arrêt, de travailler sur moi sans arrêt, et de passer des étapes et de me dire en fait, c'est un peu s'endurcir tout le temps mentalement comme un sportif de haut niveau et comme un champion. Et pour aller gagner, bah, faut pouvoir passer toutes ces étapes. Et c'est pour ça que j'essaie de m'entourer aussi de coach mental, etc. Pour progresser. Et c'est là où je tire ma fierté et mon accomplissement, c'est dans la progression et le fait de, bah, entre l'entrepreneur d'il y a un an et l'entrepreneur d'aujourd'hui, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et c'est le truc qui est le plus précieux. C'est pas tant tes chiffres ou tes résultats. C'est plus qui tu deviens que tu gardes de toute façon pour toi, que ce soit d'un point de vue pro, perso, comme asset, quoi. Ouais, même sur le long terme, quoi. Qui tu deviens, bah, tous les événements marquent un homme, même les humains en général, et c'est un changement de vie. Ok, Ouais. Et j'adore l'intensité de ce que ça permet de vivre, quoi. 100%. Franchement, merci beaucoup Enzo. Ça me fait un plaisir de t'avoir eu. C'était génial. Et bah merci à toi, Bastien, trop cool. Et puis bah plein de force et quand tu veux. Merci. Croyez en vous, les amis, hyper important. Merci. Ouais, plein de force, défoncez tout.